Toc toc. C'est qui? C'est l'heure. Hein? C'est qui? Bah, c'est l'heure. Ouais, bon, allez, vas-y, Rafiki. Générique. Générique. Salut Loulou. Salut, Rouquin. Salut. Oh, je te sens chafouin. Oui, bah, j'ai le cœur gros. Il y a des gens qui sont partis, je suis un peu triste. Mais bon, on va raconter un peu à nos canapéens, canapéennes. Ouais. En fait, déjà, bon, il y a Roger Corman, le roi de la série B américaine qui est mort. D'accord. Donc Roger Corman, c'était un vieux monsieur. Il avait produit La Petite Boutique des Horreurs. D'accord. L'un des tout premiers rôles de Jack Nicholson, en sadomaso qui se faisait dévorer par une plante. Une plante carnivore, voilà. Et il avait aussi produit Piranha de Joe Dante, une sorte de relecture des Dents de la Mer avec des petits poissons qui dévorent plein de gens. Et il y a aussi une actrice qui avait du mordant qui nous a quittés, c'est Suzanne Bacchini. Attention, vous allez comprendre maintenant le jeu de mots, parce que c'était la toute première victime dans Les Dents de la Mer. Ok. Et ouais, incroyable. Ouais, effectivement. Donc, et là-dessus, il y a aussi Bernard Hill, le roi Théoden, pour le Rohan. Voilà, dans la trilogie le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Et du coup, voilà, c'est pour ça. Moi, j'avais envie de rendre hommage à ces acteurs, ces actrices, ces producteurs qui nous quittent un peu par-ci par-là. Et, effectivement. Et moi, comme je suis beaucoup tout ça, j'en vois souvent passer. Et puis, j'arrive toujours au moment où on s'enregistre. Et j'ai complètement oublié en fait leur nom, leur patronyme, ce qu'ils ont fait dans leur carrière. Donc, et puis là, tu les redécouvres et ça te permet à nouveau de leur rendre hommage. Effectivement, puis c'est vrai que c'est des gens qui nous ont marqué à un endroit ou un autre. Voilà. Moi, j'aurais un autre hommage aussi à donner, donc c'est à nos lecteurs et à nos canopéens et canopéennes qui nous ont envoyé des petits messages, commentaires. Donc merci à Jacques Remka et puis merci à Latifa. Voilà, et bien sûr, on en a d'autres, on n'en a pris que quelques-uns pour l'instant, mais n'hésitez pas, vous serez cités pour les prochains podcasts. Puis nous, on sera contents en fait d'avoir une interaction avec vous, parce qu'en fait, c'est aussi le but. On le fait pour nous parce que ça nous fait du bien, ça nous permet de lâcher un peu la pression, parce que forcément, à côté du travail, des fois, avoir une petite bulle d'air dans laquelle on peut s'exprimer, c'est très important. On n'a pas tous l'occasion de le faire. Oui, exact. Nous, on a quand même de la chance d'avoir cet espace-là qui nous est réservé. Et qui nous est attribué plutôt. Et en fait, du coup, c'est vrai que les gens qui communiquent avec nous, ça nous permet d'échanger. Ça nous permet d'échanger, on se dit tiens, ça crée une sorte de petite communauté, et c'est important parce que nous, ça nous permet de participer, on va dire, à une sorte de discussion générale, de débat sur les films qu'on aime, les jeux vidéo qu'on aime, et ainsi de suite. Donc du coup, pour toutes les personnes qui ne nous connaissent pas encore, donc Canapop, c'est deux amis qui se rejoignent sur un canapé pour discuter et de culture pop. Et donc d'amener plusieurs thèmes différents sur le sujet. C'est tout à fait ça. Voilà. Et donc on tenait aussi à remercier très chaleureusement notre régisseur, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Donc merci à toi Ludo de nous aider, et merci à Zedgen de nous avoir épaulés également. Donc l'association dans laquelle on partit final. Et donc c'est aussi une petite famille à nous. En plus des canopéens et canopéennes que vous êtes. Voilà. Je propose du coup qu'on explique les trois petits... Ah oui, la dernière fois, on vous avait laissé des indices. Exactement, les trois petits indices. Là, c'est le moment de revenir dessus pour enfin révéler le sujet de
l'émission d'aujourd'hui, même si c'est écrit en gros dans le titre. Ouais, je pense que le titre a un petit peu tout dit. Donc il y avait Paulu. Voilà, que le nain avait donné. Exactement, il y avait César que j'avais donné moi-même. Voilà, et moi j'avais donné Moki. Exactement. Et donc, bon, pour ceux qui étaient les plus assidus, vous avez certainement vu les dernières nouveautés. Au cinéma est sorti récemment La planète des singes, le nouveau royaume. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, ça va être le sujet de notre conversation. Exactement. Je te propose de nous faire le petit synopsis. Ouais, de présenter rapidement le film. Ça a été réalisé par Wes Ball. D'accord. C'est lui qui avait fait la trilogie Le Labyrinthe. Ok. Ça nous raconte les aventures d'un singe, Noah, qui, plusieurs générations après le règne de César, César c'était le personnage principal des 3 précédents films, ce nouveau singe, il va être exposé à l'extermination et l'enlèvement de sa tribu. Ouais. Par une sorte de despote. Ouais. Et en fait, il va tenter de les sauver. Et tout ça va entraîner un certain nombre de péripéties, il va rencontrer d'autres personnages. C'est vraiment une suite, plus qu'une nouvelle adaptation, c'est vraiment une suite de ce qui avait été fait. Oui, avec Suprématie et ceux de 2010. Voilà, la décennie précédente, ça s'était terminé en 2017. Donc là, c'est vraiment la suite de ces films-là. D'abord, on va commencer par notre petit Planète des singes qu'on a vu en premier ou qu'on a des souvenirs. Oui, dont on a des souvenirs, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez emblématique. Hein, ça a beaucoup marqué la pop culture des 50 dernières années, ouais. Voire même des 60 dernières années, hein, parce que quand tu y réfléchis... l'œuvre originale était sortie en 1963. C'est ça. C'était un livre. Mais bon, mon premier souvenir de La planète des singes, c'est les maquillages dans la version de Tim Burton. Ok. Donc, des maquillages réalisés par Rick Baker. Technicien en maquillage qui avait fait beaucoup d'autres choses à côté. Je crois que c'est lui qui avait fait les maquillages d'un film de loup-garou, le loup-garou de Londres de John Landis. D'accord. Et du coup c'était vraiment des maquillages hyper impressionnants parce que c'était vraiment une version améliorée de ce qui était déjà génial en fait dans les films originaux. Bien sûr. Et là, du coup, ça maquillait et ça rendait totalement méconnaissable en fait des acteurs qu'on avait pu apprécier dans d'autres films. Hein, parce qu'il y avait Helena Bonham Carter qui a joué beaucoup avec Tim Burton par la suite. C'était leur toute première collaboration. Elle a aussi joué du coup dans Harry Potter, Bellatrix Lestrange. Voilà. Tu le dis mieux que moi. Et ensuite, du coup, il y avait d'autres acteurs hein, qui avaient joué dans ce film-là et qui étaient totalement grimés, comme Tim Roth. Tim Roth, il avait joué des gangsters dans les films de Quentin Tarantino. Et là, il jouait le méchant du film. Ok. Et en fait, moi, ce que je trouve d'intéressant, c'est que ça permettait d'augmenter vraiment les capacités de jeu des acteurs et de vraiment pousser... les pousser à aller encore plus loin et de pousser la logique de l'acting dans ses retranchements, quoi. C'était bien vraiment augmenter le truc et finalement ça nous révèle aussi que la saga en elle-même elle a eu une énorme place au niveau des effets spéciaux. Voilà. D'accord. Ok. Et donc il était sorti en quelle année celui de Tim Burton? De 2001 je crois. En 2001. Ouais, okay. De 2001. Ça marche. Moi, j'ai commencé avec La planète des singes, les origines. Et je l'ai trouvé vraiment très, très bien. Je trouve ça vraiment trop cool. Et dans l'idée, ce que j'ai aimé dans ce film, en fait, la thématique qui est abordée dans le film est vraiment bien. C'est ça que je voulais dire, c'est la thématique. C'est-à-dire qu'on va parler de maltraitance animale, de maltraitance humaine. Et ça, on va le faire... d'une très belle manière, c'est-à-dire qu'on va pas nous l'imposer avec des images et ensuite du texte.
on va nous l'imposer juste visuellement et sur tout le scénario. Et c'est ça que moi j'aime vraiment beaucoup dans ce film. Donc il est sorti en 2011, réalisé par Rupert Wyatt. Ça, c'est mon tout premier film, et c'est mon tout premier souvenir de la planète des singes. Après, j'en ai regardé plein d'autres sous le conseil avisé de Loulou. Et j'avoue que ce qui est très intéressant, c'est que chacun de nos planètes des singes va nous rappeler un thème en particulier, ou même plusieurs thèmes finalement. Oui, effectivement, c'est une série qui porte en elle un certain nombre de thématiques, mais qui sont vraiment des thématiques finalement soit hyper universelles, soit que tu peux rattacher à l'époque à laquelle le film en question est sorti. C'est ça. Et ça nous rappelle aussi que... à la base, c'est une œuvre de littérature. Donc, c'est un livre de Pierre Boulle. Pierre Boulle, c'est un Français. Cocorico, un écrivain français qui avait déjà beaucoup inspiré Hollywood, puisqu'il était l'auteur de l'œuvre à la base du pont de la rivière Kwai. Voilà. Et en fait, du coup, dans cette logique-là, finalement, Hollywood, à l'époque, cherchait, comme il le fait, comme il l'a toujours fait, en fait, finalement, des œuvres à adapter. Et finalement, le producteur de la saga à l'origine, Arthur P. Jacob, qui avait beaucoup bossé avec beaucoup de grandes stars de Hollywood, il s'était dit, tiens, on peut faire... il nous faut quelque chose pour relancer la machine, pour essayer de développer de nouveaux univers. Et... il avait réussi à se procurer une copie de La planète des singes bien avant que le livre ne sorte en 1963. Et lui, il lit ce bouquin et là il dit moi je veux l'acheter, et je veux l'acheter avant que le livre ne sorte. Donc avant que le livre ne sorte, les droits étaient déjà achetés par Hollywood. Et lui, il a passé plusieurs années à se balader partout avec son projet, à aller voir plein de personnes pour essayer de le lancer. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu essayer de trouver notamment une star pour porter le projet en avant. Donc ça a été l'acteur hollywoodien Charlton Heston, qui s'était fait repérer dans des rôles d'envergure, dans des méga productions de l'époque, les fameux Peplum, Ben-Hur, Les 10 Commandements, mais aussi Le Cid, un film médiéval avec des batailles qui nous rappelle un peu le film Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Orlando Bloom. Et là-dessus, du coup, il a fini par réussir à monter quelque chose. Mais lui, Pierre Boulle, il disait mon ouvrage, c'est pas vraiment de la science-fiction. C'est beaucoup plus une œuvre qui tient de la fable. Et ce qui est intéressant, c'est que ça tient de la fable, mais de la fable philosophique, on va dire, avec finalement... dans le premier film, il n'y a pas des aspects science-fictionnels vraiment, assumés et mis au devant sous le nez du spectateur pour dire t'as vu, t'es vraiment dans un truc de poids, un truc d'envergure. Non, là on a un vaisseau spatial, mais on le voit pas voler. Quand ils sont à l'intérieur du vaisseau spatial, c'est juste de la projection par l'extérieur. C'est du basique. Et en fait, finalement, le roman et le film derrière, ça va vraiment plus tenir des Voyages de Gulliver, par exemple, qui est un fameux roman du XVIIIe siècle dans lequel un auteur anglais imaginait un personnage qui part à l'aventure autour du monde et en fait qui se retrouve victime d'un naufrage et à partir de là, en fait, il va découvrir des royaumes merveilleux
avec notamment un royaume peuplé d'hommes qui sont tout petits, qui sont grands comme des fourmis, mais qui va découvrir aussi un royaume avec l'inverse des géants. Et à chaque fois, en fait, c'est l'occasion de questionner la question de la royauté, la question des gens qui font partie des cours des rois dans l'Europe à cette époque-là, parce que par exemple ça a beaucoup été critiqué en France par plusieurs auteurs, hein, mais et notamment dans le théâtre. La cour du roi Soleil à Versailles, c'était un endroit où tout le monde essayait d'attraper les bonnes grâces du roi, donc ils faisaient tous un ensemble de choses, et finalement dans les voyages de Gulliver, tu retrouvais le même état d'esprit. Et là, Pierre Boulle, lui, dans La planète des singes, il va essayer de capter des choses similaires, dans le sens où il va vraiment aller questionner la société, comment elle fonctionne, un certain nombre de coutumes, d'états d'esprit, de mentalité, de comportements qui finalement, pour lui, ne tiennent pas de l'homme civilisé, mais plus de l'animal. Et son très grand exemple pour expliquer cela, c'est que lui, quand il a imaginé le livre, il a été à la Bourse de Paris. Et à l'époque, il y avait déjà ces hommes, ces femmes qui font des gestes pour dire tu montes le cours des actions, tu les descends, et tout ça, en fait, ça lui disait, en fait, c'est plus des singes, en fait. Ils se comportent... C'est simiesque. Et puis ils se comportent d'une façon tellement hystérique que voilà, c'est du grossier, en fait. Ça tire vraiment le comportement humain vers quelque chose de totalement autre. Et finalement, La planète des singes, le film, donc réalisé par Franklin Schaffner, qui sort en 1968. C'est un film de science-fiction des années 60, comme beaucoup de films de science-fiction de cette époque-là. Oui. C'est un film avec, du coup, des éléments de science-fiction, mais totalement épurés, pour rester finalement sur des éléments factuels et des éléments très sérieux, tu vois, vraiment. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de thématiques dans ces films. En fait. Voilà. Et la même année, on a le 2001, l'Odyssée de l'espace, qui était un énorme bond en avant, parce qu'il faut imaginer que 10 ans auparavant, tu as des films comme La planète interdite, avec un espèce de robot un peu rigolo sur une planète lointaine, mais c'était aussi les années 50, c'était aussi l'époque des invasions d'extraterrestres, tous plus moches les uns que les autres. Et là, en fait, finalement, il ramène tout ça à quelque chose d'hyper épuré, où il faut vraiment que le spectateur puisse se plonger dedans et en retenir des choses hyper adultes, hyper matures, là où finalement la science-fiction, depuis les débuts du cinéma, c'était vraiment quelque chose qui rappelait plutôt l'enfance. Les thématiques de l'enfance, et souvent les films étaient décriés. Et là, le film va vraiment passer à la vitesse au-dessus et enclencher quelque chose de nouveau au sein du cinéma de science-fiction. Moi, du coup, je les ai regardés récemment pour pouvoir discuter de tout ça, parce que je les avais pas tous vus. Et donc, du coup, je regarde le premier Planète des singes, qui est pour moi maintenant le meilleur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le premier Planète des singes, on va encore retrouver ce que j'avais vu dans les origines. C'est-à-dire que moi, je vois de la maltraitance animale. Sauf que cette fois-ci, la maltraitance animale, elle est faite sur les humains. Parce que je vais vous expliquer un peu le speech pour ceux qui ne connaissent pas le film. Dans la première Planète des singes, on a trois astronautes qui vont se cracher sur une planète. On ne sait pas quelle est cette planète. On sait juste un truc, c'est qu'elle est désertique actuellement, donc elle est avec des températures arides. Enfin, voilà, c'est quelque chose de pas trop viable pour la vie. Et ils vont donc découvrir
petit à petit la planète, ils vont découvrir des humains qui sont à l'âge, je dirais, du Néandertal presque, parce qu'ils ne communiquent pas, enfin, il n'y a rien. Ils ne communiquent pas de façon orale. Hein. Voilà, ils ne communiquent pas de façon orale. Ils sont totalement muets. C'est ça. Je crois même pas qu'on entende de grognements. Enfin, ils ne font pas grand-chose en communication et donc ils ont un peu perdu cette humanité que les astronautes ont en fait finalement. Et à un moment, ils vont se faire poursuivre, chasser. Ils vont pas trop comprendre ce que c'est au début, puis ils vont se rendre compte rapidement que ce sont des singes qui sont montés sur des chevaux, avec des armes à feu, avec des filets. Enfin bref, ils sont équipés comme des chasseurs que nous pourrions voir aujourd'hui dans la savane. Voilà, ça revient plus ou moins à la même chose. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, c'est l'homme qui va se faire chasser par, du coup, un peuple de singes qui a l'air plus évolué, plus grand, on va dire, intellectuellement. Oui, tout à fait, ouais. Et de voir que l'homme n'a pas du tout sa place d'homme, et donc va être considéré, ou je dirais même ne pas être considéré finalement, parce que c'est ce qu'on verra à plusieurs reprises, notamment avec de très belles images qui rappellent les singes de la sagesse, où justement l'homme ne sera pas représenté à sa juste valeur comme étant capable de comprendre et d'avoir une intelligence. Ouais, et bah puis du coup l'homme dans cet univers-là, et qui est du coup un univers qui tient de la fable, hein, parce que finalement on a un peu l'impression que le personnage principal rêve en fait cet univers. Oui. Finalement, on peut en arriver à cette espèce de conclusion. Et l'homme là-dedans, il n'est pas organisé en civilisation. C'est ça. Là où le singe, lui, est organisé en civilisation. Exactement. Et à la différence du livre de Pierre Boulle, la civilisation des singes, elle est vraiment ramenée à quelque chose de primitif. C'est-à-dire qu'elle ressemble à une civilisation soit antique, soit médiévale. Et c'est très intéressant parce que finalement, ça décale un peu... ça crée vraiment une vision totalement... Tu sais pas où est-ce que t'es. Exact. Tu sais... Je vois de quoi tu veux dire. Genre, par exemple, sur leur langage, la manière dont ils parlent, ils vont parler au plus rapide. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, mais quand ils veulent parler d'un homme et d'une femme, par exemple, ils vont juste dire un humain mâle et un humain femelle. Ils vont pas chercher à détailler différemment. Ils vont... Alors que pourtant, à côté de ça, ils ont quand même des scientifiques ils ont des scientifiques quoi. Ils ont une armée, ils sont gouvernés par des comment ils appellent ça dans le film déjà, c'est pas des gérants, mais bref, ils avaient un nom spécial, j'ai oublié, tant pis, mais bref, ils sont gouvernés, ils ont une culture, ils ont beaucoup de choses. Et oui, parce que finalement les singes ici, ils sont là pour questionner en fait l'humanité. Et c'est fait pour vraiment te dire finalement si l'être humain il part dans telle direction, autant au niveau de la pensée, de la réflexion que des gestes, des actes, ça peut aboutir sur tel genre de choses. Et la scène de chasse du début, cela d'incroyable que finalement, à un moment, tu vas voir 3 singes qui seront photographiés par un autre singe avec leur flingue. Et là, tu retrouves totalement en fait les chasseurs qui se photographient après avoir tué le plus gros gibier. Ouais. Et c'est incroyable parce que du coup, tu vois ce truc-là et tu te dis à travers le trait du singe. Je viens d'avoir une illumination en voyant cette image. Il y a quelque chose de grossi en fait. Il y a quelque chose d'exagéré. Et à chaque fois, en fait, le singe est là pour te faire comprendre que ça c'est une part de l'humanité et c'est pas que animal finalement, c'est ça, c'est notre côté à nous aussi en tant qu'humain. Et puis du coup c'est un peu animal aussi.
Finalement, c'est un peu c'est l'espèce d'ambivalence qui est inhérente, on va dire, à la saga, autant dans les vieux films que dans les nouveaux. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les deux scénaristes, ils avaient vraiment bossé comme ça. Et finalement, ils portaient en eux, tu vois, d'aller chercher une science-fiction et des scénarios vraiment avec des éléments de thématiques ultra sérieux. Il y a eu notamment Rod Serling, le créateur de la Twilight Zone. En français, la 4e dimension, qui lui détenait, on va dire, le trophée d'avoir réussi en fait finalement à développer quelque chose pour le petit écran, mais vraiment de science-fiction, mais avec des thématiques. C'était pas simplement on va chercher c'était juste un vieux décor, un vieil effet spéciaux en caoutchouc pour te faire peur. Ouais, c'est ça. C'était il faut qu'on te fasse réfléchir. Et l'autre scénariste, c'est Michael Wilson, qui du coup lui avait été victime de la chasse aux sorcières. Et donc la chasse aux sorcières, c'est le macartisme. Du coup, c'est le moment durant lequel les États-Unis se mettent à aller à essayer de combattre un ennemi de l'intérieur. Et là, ce qui est incroyable, c'est que finalement, tu retrouves des réminiscences dans la planète des singes. Ok. Oui, c'est ça. Et là, encore une fois, c'est une façon de dire, vous voyez, quand on perd un peu les pédales, quand on commence à ne plus réfléchir et à actionner des leviers qui sont juste des leviers, on va dire, d'irrationnel, de l'irrationnel, et finalement, on part complètement, on dévie complètement de notre route. Exact. Et moi, je trouve ça incroyable, parce que finalement, oui, les singes, ils sont plus intelligents que les êtres humains dans cet univers, mais ils font tout un tas de choses où tu te dis, non. Du coup, c'est pas ce qu'on devrait faire avec une intelligence, en fait. Exactement, parce que tu parlais tout à l'heure des singes de la sagesse, donc... Oui, alors les singes de la sagesse, pour ceux qui connaissent pas, c'est une représentation de 3 singes, dont un qui dit qu'il ne parle pas, donc il a la main devant la bouche, un autre qui a la main devant les yeux, l'autre qui a la main sur ses oreilles, enfin les mains sur ses oreilles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, il y a un passage précis où l'homme qu'on suit, donc Taylor, dans le film, qu'on va suivre, va être devant un tribunal dirigé par les grands gérants des singes. Et parmi ces gérants, il y a un singe qui ne veut pas entendre parler qu'un homme puisse parler. Ce n'est pas possible pour lui, c'est pas concevable. Et donc, en fait, ils vont essayer de l'écouter, sauf qu'ils vont se rendre compte que l'homme parle, qui serait probablement doué d'une intelligence, sauf qu'ils ne l'acceptent pas. Et donc, ils le refusent totalement. Au point que l'imagerie qui est faite, eh bien, elle le montre avec les 3 singes, donc, qui sont les présidents du conseil, qui vont faire les mêmes symboles que les singes de la sagesse. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment très fort comme visuel. Et du coup, ça m'a mis aussi sur tout le visuel, enfin tout le travail visuel qui a été fait dans tout le film, finalement. Et tout l'aspect technique. Exactement. Et puis c'est d'autant plus intéressant que au niveau visuel, les races de singes qui sont sélectionnées pour composer la société, elles sont vraiment très spécifiques, parce que ceux qui chassent et qui détiennent la force au début du film, c'est et pendant tout le film et les films suivants ensuite, c'est les fameux gorilles. Effectivement. Et là, du coup, il y a quelque chose, encore une fois, c'est souligner un trait de caractère, et puis une dérive de l'humain. Ça vient peut-être de là, la blague de tiens, il est monté comme un gorille. et qui du coup permet encore plus de partir sur sur une critique très très particulière de... Oui, c'est vrai. Ça permet en fait de mettre tel ou tel fonctionnement, en fait, finalement, parce que tu as du coup
le gorille, lui, il est vraiment là pour représenter la force. Et imposer, voilà. Et imposer la force. Et à contrario, le chimpanzé. Alors moi, je pensais d'abord à l'orang-outan, parce que tu parlais tout à l'heure de cette classe dominante c'est ça. Qui représente, on va dire, la force politique. Oui, elle est là pour elle est là représentée à travers l'orang-outan. Ouais. Et en fait, l'orang-outan, je veux dire, si on a tous regardé au moins une fois une image de singe, c'est pareil, ça a l'air d'être un animal plutôt posé, plutôt pensif. Assez intelligent. Et assez intelligent. Et là, du coup, c'est très drôle parce qu'ils vont le faire s'incarner par ça. Et ce que je trouve détonnant, c'est que le grand orang-outan du film, qui est vraiment le personnage d'orang-outan principal, on pourrait presque dire, en tout cas qui est vraiment au centre de l'intrigue, c'est un personnage qui sait ce qu'est l'humain, il sait de quoi il est capable, il sait pourquoi il en est arrivé là où ils en sont. Où il en est, où ils en sont. C'est parce que finalement, c'est parce qu'il a la connaissance. Mais il a la connaissance qu'il utilise, on va dire, de façon pas... il n'est pas impartial, quoi. Oui, c'est ça. Il a clairement son parti pris. Exactement. Et à côté de ça, entre les deux, entre l'orang-outan et le gorille, il y a le chimpanzé. Et lui, le chimpanzé, il représente, on va dire, une sorte de classe moyenne, un entre-deux. Mais c'est là où il y a les scientifiques, les psychologues et tout ça. C'est ça. Et là, encore une fois, à travers le couple star de chimpanzés, Cornelius et Zira, on a encore une fois un effet de grossissement de traits de caractère qui sont propres à l'humain. Et là, c'est de nouveau l'occasion d'essayer d'aller capter quelque chose d'humain, mais de le déformer, de le détourner. Et en plus, ces deux personnages-là, plus tard dans la saga de film, seront du coup les personnages principaux. Et ça sera encore l'occasion de travailler un peu plus autour de ce que représente l'homme, la femme, l'homme et la femme en couple. Et d'ailleurs, avec ce que tu dis là, moi je voulais rebondir aussi sur le fait que chacune des classes a une couleur particulière. C'est-à-dire qu'on a les gorilles qui sont représentés par la couleur noire. Dans le premier film, je parle, parce que tous les films n'ont pas suivi ça, même s'ils le suivent quand même beaucoup. Mais dans le premier film, on a donc la couleur noire pour les gorilles, on a la couleur orange pour les orang-outans, et on a la couleur verte pour les chimpanzés. J'ai une question pour vous, chers canapéens et canapéennes, si vous pouvez y répondre. À votre avis, pourquoi on a ces couleurs qui sont déterminantes ? Parce que j'ai fait quelques recherches, et je ne vais pas dire que j'en ai beaucoup recherché, mais avec quelques recherches faites, je me suis vraiment posé la question, parce que ça avait l'air vraiment super important pour le film, mais pourquoi finalement ? Parce qu'en recherchant la thématique de chaque couleur, à part le noir, je ne vois pas les autres liens avec le orange et le vert. Et donc, c'est d'autant plus important que ça revient dans les autres. Dans d'autres films, l'idée du code couleur, et notamment dans le 4e, La conquête de la planète des singes. Là, tu as un nouveau code couleur qui s'impose. C'est ça. Et c'est pareil, ça n'a rien à voir avec le précédent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il y a forcément un sens caché derrière. Donc, si jamais il y a des gens qui sont un peu calés là-dessus, franchement, n'hésitez pas à nous envoyer un petit commentaire. On y jettera un œil et on sera curieux et on en débattra ensemble. Voilà. Exactement. Et ensuite, tout à l'heure, tu parlais de l'aspect visuel et technique des choses. Et c'est vrai que du coup, la mise en scène elle est très, très particulière. Ouais. Et elle nous rappelle aussi que du coup le film est à 56 ans, c'est ça. Si je compte bien. Donc il est daté, il a un budget léger parce que finalement Star Wars n'est pas encore sorti et Star Wars va amener l'ultra budget. Oui, finalement. Et l'ultra budget, mais surtout le budget qui, de film en film, s'augmente. Exactement. Et là, pour le coup, de ce que je sais,
Les films sont de budget de plus en plus réduit, alors je te laisserai expliquer pourquoi. Ça va de façon décroissante, ouais. Mais dans le premier film, du coup, avec un budget correct de 2 millions, je crois, et quelques... Alors c'est plutôt 2 millions dès le deuxième film. Là, je crois qu'on est plus aux alentours de 5 millions. 5 millions ? Ouais. Donc, on est aux alentours de 5 millions, et en fait, il faut savoir qu'ils vont utiliser tous les plans dans les scènes d'une manière, comment on pourrait dire, le plus étendue possible. C'est-à-dire que ils ont utilisé un système de prise de plan qui s'appelle le cinémascope. Ça, exactement, ouais, de format d'image, tout à fait. C'est ça. Et donc, en fait, ça permet aux spectateurs et même au réalisateur de faire en sorte que votre personnage passe au loin et se rapproche tout en gardant la même séquence. Pas besoin de faire de montage énorme, pas besoin de faire de... Et puis ça permet de faire des plans qui sont très travaillés avec un ensemble d'informations. C'est ça. À la fois au premier plan comme au second et au troisième. Au dernier plan, et autant sur la droite que sur la gauche. Et si y en a certains qui nous écoutent depuis le début, depuis notre toute première émission, c'était l'une des énormes caractéristiques du cinéma de John Carpenter. Exactement. Qui était un peu, qui faisait partie des caractéristiques de Halloween 3 qu'on avait détaillées dans notre toute première réflexion. Et en fait, c'est très particulier le cinémascope parce que notamment dans Halloween, la nuit des masques, le film de 1978, donc réalisé par John Carpenter, on a cette caractéristique de mise en scène qui fait que dans une séquence où une jeune femme ou un jeune homme rentre dans une pièce, le personnage va rentrer dans une pièce, il va essayer un peu d'aller fouiller au fond de la pièce, et puis finalement il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, donc il repart, et au moment où il va fermer la porte, on voit apparaître une silhouette dans le fond, dans la pénombre, et tout ça, ça permet de créer du suspense, ça permet de jouer sur ce qu'on appelle l'ironie dramatique, hein, c'est quand un spectateur sait qu'il y a un élément qui cloche, alors que le personnage n'est pas au courant. Et après, l'enjeu va être de savoir à quel moment, en fait... Ça va tomber. Voilà, à quel moment l'assiette va être renversée. Et dans la planète des singes, c'est utilisé avec notamment au début... cette longue séquence dans le désert où on voit les hommes qui marchent pendant des heures. Qui marchent pendant des heures, voire même pendant des jours, et qui, à un moment, sont suivis par des espèces de silhouettes. On ne sait pas encore si c'est les fameux singes. Tout ce qu'on sait, c'est que ils sont suivis. Donc il y a cette idée que finalement, ils ne sont pas tout seuls et qu'à un moment, la menace va se rapprocher. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment une menace ou est-ce que c'est pas autre chose ? Et il y a une séquence que moi je trouve incroyable parce que c'est une course-poursuite, mais c'est une course-poursuite à pied dans un décor du film, un décor de musée et ce qui est fou... Un musée humain. Un musée humain, et ce qui ressort du coup du cinémascope, c'est ces fameux plans qui se figent. Le personnage arrive dans une pièce, la caméra tourne vers la droite, elle se fige, et là le personnage va partir au fond de la pièce, va se rendre compte que la porte elle est fermée, il peut pas aller de ce côté-là, donc il va revenir vers la caméra, il va regarder à droite et à gauche, il va essayer de partir par exemple vers la droite. Et il va rapidement revenir sur ses pas alors que la caméra n'a pas bougé. C'est ça. Il va aller vers la gauche. Et là, à ce moment-là, on voit arriver des gorilles. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup ça parce que ça me fait penser au théâtre. Et exactement. Ça me fait penser à l'entrée cour et la sortie jardin. Et rebelote, on recommence tout le temps. Donc, je trouve ça vraiment trop bien. Et ça amène quelque chose de vraiment supplémentaire au film, en fait. Exactement. Et puis, tout ça, ça permet de travailler sur... Enfin, on va dire un côté un peu presque gaguesque aussi. Et encore une fois, on est dans la presque fable. Cartoon. Presque cartoon, mais ce qui est super étonnant aussi, c'est
comment dire, par rapport à l'acteur Charlton Heston, c'est le fait que lui, il est tout le temps torse nu. Enfin, voilà, il affiche bien que, voilà, on a affaire à un acteur masculin un peu viril. Dans tous les sens du terme, il est carrément viril. Mais ce qui est génial, c'est que le film ne te le met jamais en évidence. Il est tout le temps en train de casser cette virilité. C'est vrai. Et ça, c'est une grosse caractéristique des films américains de cette époque-là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un héros, il faut en casser la virilité, il faut la ramener à quelque chose de vraiment congru. Et là, le personnage, il va passer par un ensemble de sévices. Je sais que moi qui suis pas fan de tout ce qui est chirurgical, il y a ce coup à la gorge qu'il reçoit qui le rend muet pendant une partie du film. C'est vrai. Et tout ça, c'est fait pour obstruer en fait les capacités du personnage, c'est pour les diminuer. Et ça nous rappelle qu'à l'époque, à Hollywood, on est en train de développer des films dans lesquels des personnages de cow-boys vont se faire massacrer dans des séquences hyper violentes. Dans les films de Sam Peckinpah, par exemple, La Horde sauvage en premier. Mais tu vas avoir aussi du coup le film de gangster Bonnie and Clyde, dans lequel à la toute fin, les héros se font flinguer par la police et il y a un plan incroyable, mais qui est, on va dire, c'est sur quelques secondes. Hein. Il y a un bout de cerveau qui part en arrière, qui est décroché de la tête de Clyde. Et en fait, tout ça rappelle aussi que quelques années, du coup, avant ces films-là, il y a le meurtre de JFK. Et du coup, à chaque fois, les réalisateurs vont essayer d'aller rendre, en fait, on va dire une sorte d'hommage à cette séquence-là qui avait traumatisé tout le monde parce qu'elle avait été filmée et parce qu'on avait sur pellicule le moment historique, historique traumatique. Et à côté de ça, il y avait eu les meurtres de Martin Luther King. Bien sûr. Il y aura le meurtre de Martin Luther King, mais à la même époque que celui de JFK et celui de Malcolm X. Et tout ça, ça montre que voilà, il y a une violence qui s'est tellement décuplée qu'elle touche même ces hauts personnages. Bien sûr. Et ça rappelle aussi Charlton Heston, lui, c'est quand même un mec qui est impliqué politiquement. Il est, par exemple, à cette manifestation historique, cette marche historique où Martin Luther King déclare I have a dream. Et là, du coup, lui, il fait partie des acteurs hollywoodiens qui sont venus pour soutenir la cause. Et ce qui est incroyable, c'est que des années après, quand il travaille sur La planète des singes, il y a il y a cette idée aussi d'aller capter ce qui fait partie de ce moment compliqué de l'histoire des États-Unis et de le resservir dans un film de telle manière que Sam Davis, oui, je crois que c'est ça. Hein. Attends, je cherche dans mes notes. Ouais, je crois que c'est Sam Davis Jr., un acteur afro-américain qui déclare carrément que c'était le meilleur film sur la ségrégation qu'il ait vu de toute sa vie. Alors que finalement, c'est encore une fois un acteur blanc. Qui le joue. Mais ça parle ouvertement de racisme et c'est hyper fort. C'est très marrant parce que j'ai vraiment pas cette vision du racisme. Moi, je suis vraiment plus sur le côté très animal parce que ça me touche beaucoup plus, tu vois. Mais voilà, ça c'est ce que j'aime bien. Après, ce que j'aime aussi dans ces films-là, c'est quand même à chaque fois leur fin. Ils ont toujours une fin supplémentaire. Enfin, pas supplémentaire, hein, c'est pas un Marvel. C'est une fin... non, mais la fin est très marquante. Très marquante, qui te donnera toujours quelque chose et quelque chose en plus à te dire.
Je suis désolé, on va spoiler un peu, je pense, mais au moins pour le tout premier. Oui, et d'ailleurs, on aurait dû le dire au début. Alerte au spoiler. Donc là, vraiment, si vous voulez découvrir les choses en étant neutre, entre guillemets, parce qu'on vient déjà beaucoup de vous en raconter, c'est vrai. Vous arrêtez tout et vous revenez nous écouter un peu plus tard. C'est ça. Parce que là, Roquin va lâcher une de ses révélations. Je pense que certains, ils vont pas endormir. C'est vrai. En fait, dans la fin du coup du premier épisode de La planète des singes, le personnage principal de Tyler donc va découvrir qu'en réalité la Terre sur laquelle il est, la planète sur laquelle il est, c'est pas une planète inconnue, c'est la planète Terre, mais 500 ans plus tard. Parce que il va découvrir notre queen aux États-Unis, c'est-à-dire la Statue de la Liberté, voilà, la Statue de la Liberté, qui est enfouie jusqu'à la gorge dans le sable et qui a donc juste le bras avec le flambeau de lever, qui sort du sable, et la tête qui sort. Donc il va s'en rendre compte et il va dire quand même une phrase assez forte de sens, emblématique. C'est ça, parce clairement, que ça fait, je pense, partie des répliques de cinéma qui sont le plus connues. C'est ça. Donc il va se mettre à genoux en descendant de son cheval et il va dire cette phrase. Vous avez tout gâché. Vous l'avez fait. Vous avez fini par le faire. Vous avez tout gâché. Ouais. Et c'est quand même vachement violent de comprendre que en réalité le personnage comprend que il sera vraiment plus rien, qu'il ne pourra jamais retrouver sa vie passée et que le futur se trouve avec la partenaire qu'il a, qui s'appelle Nova et qui est aussi pour moi un des points forts de tous les films de La planète des singes, parce que Nova est une vision de l'avenir vue de plusieurs angles différents, parce que dans le premier elle ne parle pas, elle n'est pas capable de parler, mais elle comprend et elle s'intéresse en fait au devenir humain finalement. Dans le 2, elle va avoir un rôle important dont je ne révélerai pas plus, parce qu'on en a déjà beaucoup dévoilé, mais je ne révélerai pas plus, mais elle aura aussi un rôle important. Et dans chacun des autres films, elle sera nommée et citée, soit pour citer une humaine lambda, soit pour donner une référence presque mythologique. Finalement. Oui, puis c'est vraiment c'est vraiment un archétype de personnage. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie, on va dire, de ces nombreuses notes que la saga resserre de façon régulière, mais suffisamment différente à chaque fois, avec de nouveaux accords, de nouveaux instruments, ce qui permet en fait d'avoir l'impression de ne pas regarder, on va dire, perpétuellement la même chose. Oui, c'est vrai. Parce que finalement, ça évolue. Alors, pas pour moi d'un film à un autre, mais plus d'une adaptation à une autre. Ouais, je suis carrément d'accord avec ça. C'est ça que je trouve assez pertinent. Et d'ailleurs, ça fait partie... ça montre aussi cette importance, on va dire, du film La planète des singes. Non, mais du fait que c'est devenu, avec le temps, une sorte de mythe. Ah oui, mais carrément. J'allais en parler. De mythe moderne, au même titre, finalement, que des Star Wars, des Star Trek, le Seigneur des Anneaux. Tu vois, c'est vraiment porté là-dessus. Ouais. Et moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le fait qu'on a, du coup, dans cette fin que tu révélais tout à l'heure, alors déjà, la réplique, elle sera, on va dire, réutilisée, recitée l'année suivante dans un autre film. Enfin, il y a une autre réplique qui fait une référence, un clin d'œil. Ouais. C'est dans Easy Rider.
Donc là, on a affaire à un road movie. Un road movie, c'est un film où des héros sont sur les routes et ils voyagent, ils se baladent, ils vagabondent, ils se déplacent tout le temps. Et en fait, à chaque étape, ils rencontrent des personnages différents qui les font évoluer dans leurs péripéties et surtout qui leur donnent du coup des informations, des leçons et qui les font grandir, qui les font passer des différents seuils. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup du coup dans la fin de La Planète des Singes, c'est que là, c'est pareil, ça évoque aussi le cinéma américain, hollywoodien de l'époque, dans le sens où il y avait eu à travers le western, mais pas que, la diffusion d'un mythe très très important aux États-Unis, qui est le mythe de la frontière. Le mythe de la frontière, c'est à la fois d'un point de vue physique, géographique, mais aussi d'un point de vue mental, spirituel, intellectuel, idéologique. Le fait que arrive à un moment le besoin, on va dire, de partir à l'aventure et d'aller justement à la rencontre d'un seuil, une frontière qui va te faire changer, qui va te transcender, qui va te faire évoluer. Et là-dessus, finalement, dans La Planète des Singes, l'idée, c'est que la frontière, c'est la Terre, qui, dans une espèce de boucle, se trouve... finalement, tu reviens au point de départ. C'est ça, des centaines d'années plus tard, tu te retrouves. Et c'est ça. Et finalement, tu te rends compte que t'es bloqué, entre guillemets, qu'il y a une sorte de fatalité. Et là, la fatalité, tu vas la retrouver dans tous les films qui vont suivre ce Planète des Singes-là. C'est vrai, et dans tous les films qui mettent aussi, au sein de la saga La Planète des Singes, en scène des héros humains. À chaque fois, donc dans la suite directe avec James Franciscus, qui est une sorte de sosie de Charlton Heston, et dans le film de Tim Burton avec Mark Wahlberg, à chaque fois, en fait, tu retrouves cette idée que il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas vraiment d'issue. C'est ça, c'est une fatalité. Voilà, t'es arrivé au bout. Et il te reste plus rien. Et là-dessus, avant de passer à la suite, on peut peut-être au moins dire que effectivement, c'est devenu un tel mythe qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont enclenchées derrière ce film original. Oui, c'est vrai. Puisqu'il y a eu... il y a eu après donc 4 films supplémentaires derrière le film original. Alors avec quasiment un tous les ans. Ah, ok, en plus. Moi, personnellement, j'ai pas regardé le 4e et le 5e parce que je trouvais très intéressant le premier. Pour moi, le premier, l'original est vraiment bon. Le 2e est bon, mais il diminue pour moi. Enfin, il moins d'impact. Le 3e a encore moins d'impact pour moi. Et donc, je me suis dit, je préfère m'arrêter là pour éviter que le 4e et le 5e me dégoûtent totalement. Même si je sais que toi... Tu as eu un vrai kiff pour le 4e. Puis j'ai un vrai kiff en fait pour les suites, hormis le tout dernier, le 5e, parce que pour moi c'est vraiment un film fauché qui a pas beaucoup d'attrait, on va dire, et pourtant ça s'appelle La Bataille de la Planète des Singes, donc ça devrait annoncer quelque chose d'épique et d'envergure, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand on n'a pas l'habitude de faire des sagas, on part du principe qu'à chaque film qu'on va faire à la suite d'un énorme succès, ça va forcément aller de façon décroissante. Marrant, donc il faut tout penser de façon décroissante, même le budget. Donc ça fait que on va se retrouver avec des films qui vont être de moins en moins budgétisés de façon élevée. Ça n'empêche pas que les films ont de nombreuses qualités pour moi, parce que du coup là on passe clairement dans la série B, donc à savoir des productions, on va dire moyennes ou petites, dans lesquelles en fait on tire vraiment de façon économique sur un ensemble de choses. C'est ça.
pour faire le meilleur film qui soit. Et du coup, derrière, Franklin Schaffner, lui, il va être remplacé par d'autres réalisateurs. Ah oui, c'est vrai que chacun des films. Dead Post, qui aura bossé beaucoup avec Clint Eastwood. C'était le réalisateur, je crois, du deuxième ou du troisième L'Inspecteur Harry, mais qui a fait aussi pour Clint Eastwood Pendaler haut et court, un western violent où du coup Eastwood voulait réfléchir sur, on va dire, la notion de justice. Et on aura aussi du coup le réalisateur Don Taylor qui, lui, quelques années après Les Évadés de la planète des singes, va faire une adaptation de L'île du Docteur Moreau. D'accord. Donc ça, c'était pour le 5, ça. Que je conseille à tout le monde. Ça, c'est pour le 3. Ah, Les Évadés, 3. c'est le 3. Oui, et La conquête de la planète des singes, c'est John Lee Thompson. Et là, John Lee Thompson, c'est un routier du cinéma américain, un routier d'Hollywood, qui a fait plein de choses, comme Les Canons de Navarone ou comme un slasher. Imaginez un routier. Un slasher au début des années 80 qui s'appelait Happy Birthday to Me. Et en fait, c'est un mec qui est passé à travers plein de genres différents. Et comme il a fait énormément de films, on va dire qu'il y a beaucoup de films dont on ne se souvient pas. Mais il y a aussi cette logique de... Comme il en fait énormément, il y a des fois, il y a des choses qui ressortent. Notamment comme la conquête de la planète des singes, dans lequel on réfléchit à travers un truc en dystopie, un scénario dystopique, on va dire au racisme et au fascisme. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et après cette série de films, il y aura 2 séries télévisées, une en live, une en animation, et puis un merchandising de folie, qui annonce en fait Star Wars. Voilà, qui annonce vraiment Star Wars. Et c'est aussi pour ça que c'est important. Et juste on va dire petit clin d'œil aux effets de maquillage de John Chambers, qui avait fait les oreilles de Spock. Et qui fera du coup les effets spéciaux de L'île du Docteur Moreau de Don Taylor. Bon, un petit clin d'œil à lui alors. Et puis qui du coup a permis en fait de faire rentrer la science-fiction dans un âge plus adulte. Parce que finalement, il a vraiment essayé de faire quelque chose de très professionnel, de très travaillé. Les films La planète des singes, qui vont suivre le film original de 68, ils vont quand même bien fonctionner, parce que ça va quand même permettre d'en faire 5. D'en faire 5 au final, 2 séries télé, et puis aussi d'avoir, durant toutes les années 80 et toutes les années 90, une succession de réalisateurs, de producteurs qui disent nous, on veut relancer la machine. On veut la relancer. Donc là, en fait, tu as des noms aussi prestigieux que Oliver Stone, qui avait fait Platoon, James Cameron, donc les Terminator, mais aussi Michael Bay, Roland Emmerich, qui vont tous en fait essayer de relancer le machin. Alors, ça va arriver sur le film de Tim Burton que moi j'apprécie pas beaucoup. Moi non plus. Mais tout ça pour dire que, c'est un film, c'est très compliqué parce qu'en fait c'est un film où on sent qu'il y avait la logique de faire entrer cette saga-là dans l'ère du blockbuster. D'accord. Puisque la musique de Danny Elfman, elle va vraiment beaucoup plus loin. Enfin, moi je trouve que il y a vraiment une logique d'ampleur que tu n'avais pas dans la musique, notamment de Jerry Goldsmith, qui avait fait celle de l'original. Mais à chaque fois, le réalisateur Tim Burton, lui, il passe à côté et il filme les choses d'une façon assez plate, assez dénuée d'ampleur et de force et d'épique, ce qui est tout à fait regrettable. Mais tout ça va amener du coup à la trilogie des années 2010. Trilogie exceptionnelle pour moi. Et puis hyper emblématique, parce que de la même façon que les films originaux ont annoncé Star Wars, finalement ces films-là, ils annoncent Avatar. Ils annoncent, on va dire, ce que Avatar avait déjà lancé, et ce qui avait déjà été lancé aussi par
Le Seigneur des Anneaux, aussi plusieurs films de Roland Emmerich, de Robert Zemeckis, à savoir La Légende de Beowulf notamment, avec cette fameuse... Et les jeux vidéo, oui. Grâce à la motion capture. Oui, voilà, tout à fait. Grâce à la motion capture et le fait que finalement, on va arriver à un moment où s'amorce une révolution technique qui amorce une révolution esthétique. C'est ça. Et ce qui est super fort, c'est que par rapport à toutes les thématiques, ça va... Derrière, ça va... Ça gonfle. Je veux dire, ça va tout... Ça va tout emporter avec. Je suis d'accord avec toi parce que du coup, je trouve que chaque émotion qui est retravaillée donc, par la motion capture, donc pour ceux qui ne sont pas initiés, en fait, c'est une combinaison portée par des acteurs qui va retransmettre tous les mouvements, toutes les sensations qu'il y a sur le visage ou autre partie du corps. Ouais, tout à fait. Sur un ordinateur et en fait, les monteurs en fait, vont avoir la possibilité du coup de travailler l'image synthétique de leur choix sur tous les mouvements qui ont été faits par un acteur. Donc, c'est-à-dire que ce sont des mouvements réels. On ne pourra pas voir un bras partir en arrière bizarrement si l'acteur n'est pas capable de le faire. Finalement, c'est ça qui est vraiment très, très intéressant et très impressionnant. Ça a été très utilisé pour les jeux vidéo. C'est d'ailleurs très utilisé pour les jeux vidéo. Oui, puisqu'il fait que le jeu vidéo est clairement... Enfin, il est habité par une révolution technique et esthétique. C'est ça. À laquelle le cinéma, finalement... le cinéma l'a épousé aussi, mais pas aussi bien, je pense. C'est un peu resté sur le côté. Ouais, et après, quand je regarde les films qui sont sortis et qui utilisent la motion capture, je trouve que c'est incroyable. Mais du coup, peut-être que si plus de réalisateurs l'utilisaient, peut-être que ça ferait quelque chose de beaucoup mieux pour le cinéma. Ouais, c'est sous cet angle-là, parce que tu vois, je veux dire, 2 ans avant, je crois, la sortie de La Planète des Singes, les origines, il y a le premier Avatar. Et le premier Avatar, il te place clairement le truc au centre de son récit. Ouais, les personnages principaux, une grande partie sont des personnages créés par ordinateur. Avec du coup la fameuse motion capture. Hein. C'est ça, exactement. Il y a plusieurs acteurs qui vont... être redessiné à l'ordinateur. Et puis notamment Zoé Saldana qui est fait la Navy, la princesse Navy. Mais tu vois, par exemple, il y a aussi Wes Studi. Wes Studi, c'est un acteur qu'on avait beaucoup vu jouer l'Indien dans plusieurs films. Il avait joué chez Kevin Costner dans Danse avec les loups, mais aussi chez Michael Mann dans Le Dernier des Mohicans. Et c'est une gueule incroyable. Un faciès incroyable. Et quand tu sais qu'il a été choisi pour jouer un des Navy, c'est d'autant plus logique. Mais tu vois, dans le premier La Planète des Singes, dans le premier volet de cette nouvelle saga, finalement, Andy Serkis, qui avait quand même bossé avant ça avec Peter Jackson... sur Gollum, mais aussi sur le King Kong sa version de King Kong à Peter Jackson. Ouais, c'est de 2005. Andy Serkis, il est à la fin du générique. C'est ça. Alors que normalement, celui qui joue l'acteur principal dans le générique, il est au début du générique. Ça. Effectivement, ouais. Et ça, quand tu le vois dans le premier film, et rétrospectivement... aujourd'hui, après tout ce qu'on a pu voir développer au cinéma, et puis finalement les films qui utilisent vraiment la motion capture pour représenter des personnages au centre, des personnages principaux, donc vraiment au centre du récit, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je trouve que finalement, tu vois, il y a le Ready Player One de Spielberg. Tu peux en trouver des éléments aussi chez Marvel. Mais finalement, tu vois, Marvel construit ses histoires d'une certaine façon, il fait son cinéma d'une certaine façon, ce qui fait que tu peux passer à côté du truc. C'est vrai. Tu peux passer à côté de cette idée-là. Parce que là, Andy Serkis, lui, il va vraiment aller travailler ses émotions, travailler son personnage, de la même façon que Roddy McDowall et Kim Hunter sur les premiers films.
Donc dès 68, eux, ils bossaient leurs personnages de Zira et de Cornelius d'une façon complètement folle. Il faut les voir parler de tout ce que ça leur a permis de développer au niveau des expressions faciales. Oh, mais c'est clair, c'était impressionnant. Franchement, pour avoir autant de maquillage sur le visage et tout ça, et qu'il te développe un vrai sourire ou même ne serait-ce qu'une vraie émotion, il faut vraiment travailler ses muscles faciaux et toutes les émotions que tu vas vouloir développer, il va falloir les développer 10 fois pour que ça arrive à faire ne serait-ce qu'une émotion sur le visage grimé qu'ils avaient. Donc j'imagine bien ce que tu veux dire. Tu vois le personnage. L'autre jour, je parlais dans notre précédent numéro, je parlais de Joseph Campbell. Oui. Ce monsieur qui avait développé une théorie selon laquelle, voilà, depuis la nuit des temps, quand on imagine un mythe, toujours les mêmes scénarios. Alors pas toujours les mêmes scénarios, mais on construit l'architecture vraiment. Identique. La colonne vertébrale au fond, elle est vraiment identique. Et là, finalement, tu la retrouves. C'est vraiment une relecture du voyage du héros avec un ensemble d'épreuves, plusieurs appels de l'aventure qui, du coup, amènent le personnage principal à se poser un certain nombre de questions. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que tu parlais des fins. Oui, moi, je kiffe les fins. Des films. Donc dans les précédents, il y avait cette logique de la fatalité et du truc de l'effet inéluctable. Et là, ce qui est génial, c'est qu'ils vont aller chercher l'imagerie biblique religieuse pour en fait imaginer le futur de l'humanité et comment le chaînon manquant, le chaînon qui arrivera après l'homme, se développera. Ouais, et j'aime bien cette vision que tu as de cette vision biblique de fin, parce que d'autant plus, je disais tout à l'heure que ça allait devenir mythique pour un personnage, et moi j'ai vraiment à cœur de parler d'une petite scène, donc alerte encore spoiler, mais dans... Suprématie, donc Suprématie, c'est ça. Donc dans la planète des singes, Suprématie, donc le dernier volet avant celui qu'on va vous parler juste après, donc l'avant-dernier finalement. Eh bien, dedans, il va y avoir une petite fille qui va être accompagnée par César et par sa troupe de singes qui le suivent. Et parmi ces singes, il va y avoir un singe qui est un orang-outan, qui est sage, qui est calme, qui parle toujours avec la raison, mais surtout qui parle pas vraiment avec la bouche, mais qui parle avec les signes, plus que n'importe quel autre singe qui, eux, n'hésiteront pas à utiliser la voix s'ils en ont besoin. Mais lui va toujours rester dans le signe, à signer. Et en fait, la petite a perdu l'usage de la voix. Donc c'est clairement ce vers quoi va tendre l'humanité de maintenant dans ce film. Et en fait, la petite va signer à un moment, elle va commencer à comprendre le langage des signes et elle va signer « moi, singe ». Et le singe, en l'orang-outan, va lui dire « non, pas singe » en signant. Et en fait, il va prendre un objet métallique qui avait été conféré à la petite, donc un peu plus tôt dans le film, et en fait cet objet c'est marqué dessus Nova. Pour que vous vous représentiez un peu l'objet, en fait c'est un objet qu'on pourrait mettre sur une voiture. Exactement, pour donner le nom de la voiture ou n'importe. Et en fait il va dire à la petite, et là il va lui parler, il va lui dire ton nom c'est Nova. Et en fait je trouve ce passage ultra touchant et ultra fou parce que ça amène à t'expliquer que là, c'est la suite de l'humanité et c'est le mythe qui continue à perdurer. En fait, c'est presque le nouveau messie de l'humanité. Finalement, c'est elle, parce que c'est une enfant qui va devenir donc une femme plus tard, qui pourra elle-même donner des enfants et qu'on va rebaptiser en fait, et je trouve ça magique, tu vois. Ah mais clairement, et puis c'est là du coup c'est vraiment du world building, de la construction d'univers. Et en fait ce qui est génial c'est qu'ils utilisent un truc qu'on a beaucoup vu
dans tous les autres. Dans ce qu'on appelle le post-apocalypse. Ah, ok. Post-apocalypse. Ouais. Donc les genres qui racontent voilà, des histoires qui se passent après une apocalypse. Donc là-dedans, forcément Mad Max, mais plein d'autres films. Et là, et en fait, ce qui est bien dans Mad Max, c'est qu'on a cet élément, moi, que je trouve hyper important, qui est d'aller chercher tout ce qui peut rappeler l'humanité, mais pour lui donner une nouvelle signification. Ah oui. Et dans les Mad Max, on avait cette boîte à musique dans le deuxième que le personnage utilise. Il comprend pas vraiment ce que c'est, mais il comprend que ça fait de la musique, donc ça le fait sourire. Ça le déride un peu. Il est dans un il revient en fait à une sorte de douceur, à une sorte de pureté. Ouais. Et plus tard, il va transmettre cet élément à un petit enfant qui ne peut pas s'exprimer autrement que par des grognements. Et moi, ce que j'adore, c'est que là, on a un peu le même état d'esprit. On va définir un personnage avec un élément qui vient du passé. C'est ça. Et c'est un double effet, parce que c'est l'élément qui vient du passé, mais du passé à la fois de la saga, dans ses archétypes, mais aussi du passé de l'humanité. C'est ça, exactement. Comme imaginé à travers tous les récits apocalyptiques et post-apocalyptiques. Et en fait, ce qui est super fort aussi, c'est que finalement, tu parlais du langage non-verbal. C'est ça. Moi, ce que je trouve de très fort, c'est que finalement, ces trois films-là, ils vont développer aussi des émotions, des sentiments, à la fois dans les choses très tragiques, mais aussi dans les choses qui attraient à la bestialité inhérente à l'être humain. Parce qu'encore une fois, l'intérêt de cette saga, c'est pas de dire l'humain est mauvais ou l'humain est bon. Ou l'humain est bon, voilà ce qui arrivera après, c'est de dire voilà tout ce que peut être l'humain. Et de représenter vraiment l'humain dans toute sa complexité, dans toute son ambiguïté. Et ce qui est génial, c'est que moi, à chaque fois que je revois les scènes de bataille, tous ces grands finales avec des cataclysmes qui arrivent, c'est que finalement, ça m'évoque aussi une sorte de rage qui est propre à notre époque, en fait, finalement. Parce que ces trois films-là, ils ont aussi imaginé ce que serait la crise du Covid. C'est ça. Mais imaginez aussi ce que pourrait devenir, en fait, on va dire, la suite de ce qui arriverait après un Trump ou un Bolsonaro au pouvoir, tu vois. C'est qu'il développe vraiment une représentation de l'humain, mais à la fois en aspect lumineux comme en aspect sombre. C'est ça, exactement. Moi, j'aime beaucoup, du coup, la dualité qu'il y a entre les deux. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que dans le nouveau volet, c'est un peu ça aussi qui est expérimenté, et qui est expérimenté d'une certaine manière. J'avoue que je suis déçu et je suis mitigé moins. Personnellement, je me dis que le film est parti déjà sur une suite à nos trois précédents, donc les trois de 2010. Et en fait, je trouve ça un peu dommage parce que je me dis que j'aurais aimé autre chose, soit une revisite totalement, soit un truc autre chose. Et en fait, je suis déçu parce que ça va juste après la mort de César. Alors, enfin, non, pas juste après. Je dis n'importe quoi. C'est des générations. Voilà, c'est des générations et des générations après César. Et en fait, le film tourne autour de ce que César a amené, justement. Et pour moi, c'est dommage de travailler dessus. Donc, il y a quelques... Oui, parce que pour toi, j'imagine que ça doit... du coup, provoquer une comparaison inévitable. Exactement, c'est ça. En fait, le personnage principal qui est Noah, du coup, on va le comparer à une bonne vision de
de César. Et l'antagoniste du film, c'est Maximus. Non, c'est pas Maximus. Proximus César. Lui, il va avoir le rôle du mauvais côté de César. Et donc, c'est assez particulier parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. Par contre, j'aime quand même beaucoup de choses. Graphiquement, il est majestueux. Enfin, vraiment, ils envoient des décors à couper le souffle. La lumière est bien jouée. Il y a un passage où on va voir un tunnel à 2 reprises. Et il y a un passage où on va voir le tunnel pour la toute première fois. Il est très, très sombre. Et dans la deuxième fois, il est plus lumineux, mais c'est pour obliger le personnage principal à aller vers sa quête. Et en fait, je trouve ça cool de la manière visuelle dont ils vont faire ça. Et moi, je trouve ça vraiment bien. Ensuite, ce que j'aime aussi, c'est que je vous parlais tout à l'heure de Nova. Dans le film, ils vont encore une fois utiliser cette easter egg. Enfin, moi, j'appelle ça une easter egg. Ouais. Mais ils vont encore l'utiliser une fois en se disant, bah voilà, on va appeler le personnage féminin Noah, donc l'humaine qui va Nova, pardon, qui va accompagner Noah. Oh là là. et en fait, donc Raka qui est encore un accompagnateur de Noah. Donc Raka, c'est un orang-outan qui, lui, a du savoir, a une certaine connaissance et qui l'explique qu'en fait, eh bien, César, c'était pas ce que Proximus César veut faire croire à tout le monde. César, c'est quelqu'un de bon, quelqu'un qui voulait la paix avec les humains et tout ça. Et donc, en fait, il donne une certaine vision que lui, il a, parce qu'il l'a apprise. Mais il n'a pas toute la vision, il ne connaît pas tout, donc il y a encore quelques lacunes. Et donc, on se retrouve avec Raka qui va balancer comme... Enfin, moi, je trouve que c'est une blague. Qui va dire, bah, en fait, on les appelle Nova, et on les appelle toutes Nova, en parlant des humaines. Et donc, en fait, je trouve ça assez marrant. Et en même temps, je trouve ça trop cool, parce que à nouveau, ils réutilisent le nom de Nova pour annoncer encore quelque chose de grand avec ce personnage. Bon, après, ce qui se passe avec ce personnage me gêne un peu plus, et c'est d'ailleurs pour ça que moi la fin du film me saoule, parce que ça annonce vraiment une suite et encore une suite et encore une suite. Pour moi, déjà il y a une première partie qui tient vraiment le coup. Jusqu'à ce que le personnage justement de Nova se mette à avoir un attribut qu'on ne lui donnait pas au début. Qu'on ne lui donnait absolument pas au début, effectivement. Et pourquoi ça fonctionne ? Parce que pour moi, Wes Ball, donc le réalisateur, il a un aspect technicien dans son travail que je trouve vraiment ultra pertinent, en fait. C'est un technicien, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que lui, il n'est pas forcément là pour venir donner un certain nombre d'images référentielles et tout, mais il va essayer justement de marquer le coup avec une mise en scène qui est hyper léchée, hyper travaillée, hyper... tout est au millimètre hyper efficace. Voilà, tout va ça que je recherchais comme mot. C'est vraiment efficace dans le sens où voilà, la séquence d'ouverture avec les singes qui doivent escalader des pics pour aller chercher des œufs dans des nids de faucons, c'est vraiment une séquence qui fonctionne super bien parce que tu la comprends. Elle amène du suspense, elle amène du danger, et elle est vraiment, c'est une montée en crescendo. C'est ça, c'est initiatique. Moi, j'aime vraiment beaucoup, et c'est initiatique, effectivement. Et en fait, tu retrouves aussi l'aspect muet, quasi muet, des 3 précédents. Et là, c'est pareil, tu retrouves l'aspect univers primitif, que moi j'avais vraiment apprécié dans les précédents, et les effets spéciaux ils sont hyper bluffants, quoi. T'as du sang, t'as de l'eau qui vient se mêler dans les poils des singes,
je veux dire, quand tu le vois, tu te dis, on est en train de passer à autre chose en termes techniques. Et il y a aussi le personnage de Proximus César que moi j'aime bien sur certains aspects parce que c'est un personnage qui évoque l'aspect vraiment le plus dérangé de l'être humain. Tu vois, le Machiavel. La tendance à aller vers le despotisme. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a une séquence où il comprend qu'il y a des armes dans une cache, dans un bunker qu'il convoite. Et en fait, il va... en comprenant qu'il y a les armes et en comprenant qu'un être humain a réussi à s'en saisir, il va dire « Très bien, tu peux les prendre, mais est-ce qu'il y en a pour moi ?» Et là, il y a cette espèce d'envie. Ses yeux, ils brillent, et que moi, je trouve incroyable. Après, malheureusement, du coup, le film, dans sa deuxième partie, donc vraiment la première partie, elle est sous l'égide de Raka, alors que la deuxième est plus sous l'égide de Proximus César, et en fait, elle est complètement déséquilibrée. Moi, j'arrive plus à comprendre les enjeux entre les personnages, j'arrive plus à comprendre ce qui va se passer, les retournements de situation, parce que finalement, j'ai l'impression que le film n'essaye pas de me les expliquer. Tu vois, il me les amène et tu vois notamment Nova avoir un comportement, faire des choses. Et tu comprends pas très bien. Enfin, moi, je trouve qu'on comprend pas où est-ce que ça veut aller. Et il y a aussi un personnage d'humain qui intervient, joué par William Massey, qui jouait du coup Monsieur Kirby dans Jurassic Park 3, souvenez-vous. Ou le papa dans Shameless dans les films, dans les séries américaines. D'accord, ok. Et donc, il joue la Trevathan, qui est une sorte de serviteur de Proximus César. Et en fait, le personnage, moi, je trouve, ne sert à rien d'autre que de l'opposer à Nova et de dire moi je suis le collaborateur, celui qui est lâche, celui qui est soumis au despotisme, et en fait ça va pas plus loin, et c'est dommage parce que en le rendant moins en le rendant plus ambigu, on aurait développé quelque chose de plus fort là-dedans, et finalement ça ne s'élève pas plus que ça. Et après tout ce passage à vide au milieu du film, moi arrive le final que je trouve vraiment ultra pertinent, parce que tu retrouves l'idée du cataclysme, l'idée du déluge, vraiment littéralement, qui vient laver les choses et qui vient permettre un nouveau départ, de repartir sur de bonnes bases. Et moi, je trouve que, encore une fois, ça évoque des choses. Moi, je pense notamment au besoin d'être ensemble, au besoin de se retrouver les uns avec les autres. Donc, il nous venait de Avatar 2. D'ailleurs, l'un des scénaristes de ce film-là avait bossé sur Avatar 2. Et puis, il y a aussi cette séquence où Nova et Noah regardent chacun de leur côté vers les étoiles, et tu te dis qu'ils regardent vers le futur et ils regardent vers la suite. Mais d'une manière différente. Et pour moi, en fait, je le prends vraiment comme un truc super beau, parce que d'un côté, on ressent de la joie, mais c'est une joie qui, pour moi, cache en fait quelque chose de grave, une source de problème, alors que de l'autre côté, on a un personnage qui est beaucoup plus taciturne, et puis tu sens que il se pose des questions. Ça lui fait peur, ça l'inquiète, comme ça lui provoque une curiosité, ça le galvanise. Donc moi, j'ai vraiment j'ai beaucoup apprécié le film. J'ai beaucoup apprécié. Je l'ai trouvé vraiment intéressant et plein Après, de curiosité. je le déteste pas, et que je me dis que s'il y en avait plus des films comme ça serait peut-être meilleur. Ouais, après j'aime bien un film qui arrive à se suffire à lui-même et où on n'a pas besoin d'aller sur une suite derrière. Exactement, mais moi tu vois, je le prends vraiment en élément de comparaison avec d'autres relances de sagas célèbres, comme et où Star je me Wars. dis qu'il arrive, lui, à faire quelque chose. En plus, bon, il faut savoir que là du coup c'est un Planète les singes qui appartient à Disney. Oui, c'est vrai que c'est un Disney. On se dit, tiens, ça va être un film Disneyisé. Un film Disneyisé, ce que je ne trouve pas. Mais non, du coup, maintenant, à savoir, est-ce que ça va juste être une phase
Et puis les films qui arriveront derrière seront de plus en plus Disneyisés. Parce que là, c'est un film qui appartient au catalogue de feu La Fox, qui a été récupéré, qui a été avalé par le géant aux grandes oreilles. Donc là, est-ce qu'on va avoir du coup des films qui derrière vont être de plus en plus assimilés, ou est-ce qu'on va avoir des films qui vont être de plus... au contraire, qui vont offrir une alternative. Et moi, je me pose vraiment la question. Voilà. Ouais, j'avoue que c'est une bonne question de fin aussi. Exactement. Mais je te propose de parler de ta recommandation. Oui, bah effectivement. Alors moi, je m'étais dit que pour continuer l'expérience, et en particulier l'expérience des tout premiers et du tout premier La Planète des Singes, j'allais vous proposer de découvrir ou de redécouvrir Abattoir 5, Slaughterhouse 5 de George Roy Hill, sorti en 1972, avec dans le rôle principal Michael Sachs, qui avait joué notamment dans Sugarland Express de Steven Spielberg. D'accord. Et donc là, c'est un film qui raconte l'histoire de Billy Pilgrim, qui a le don de voyager dans le temps. Et en fait, c'est un homme qui, dans les années 50-60, entre sa vie de famille où il est écrasé par la pression sociale, se voit à la fois d'un côté remonter le temps et aller dans ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, et notamment du très meurtrier bombardement de Dresde en 1945. D'accord. C'est le bombardement le plus effroyable de toute la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment terrifiant. Ça m'apprend une chose. C'était une ville, c'est une ville en Allemagne qui a été complètement rasée. Et en fait, à côté de ça, il se voit être le cobaye d'une espèce d'extraterrestre invisible qui l'emmène sur une planète lointaine, Tralfamador, où il va vivre en fait sous une cloche, accompagné d'une top modèle. Et en fait, le film, si tu veux, il reprend l'idée du récit en fable, comme dans La Planète des Singes. Mais là, en fait, tu as vraiment l'impression que les sauts dans le temps et dans l'espace sont des hallucinations. Et Billy, c'est une sorte d'être qui vit les événements de côté. C'est un survivant. Il n'est pas viril, il n'est pas héroïque. Mais c'est un personnage qui essaye en permanence de survivre comme il peut à la violence. Et on va dire qu'il choisit face à toute cette fatalité d'être moins cynique que Taylor dans La Planète des Singes, et tout aussi rêveur que Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Et donc le mythe de la frontière, on va dire, là se concrétise pour le héros sous la forme d'un bonheur total et enfantin. Ok. Ça a l'air vraiment très intéressant. Ah bah, je le conseille. C'est vraiment super cool. Ok. J'irai voir ça alors. Pour ma part, moi je vais vous conseiller une série qui se fait en 5 saisons, réalisée par Simon Barry. En fait, le nom de la série s'appelle Continuum. Et donc, on va suivre Kira Cameron, qui est jouée par Rachel Nichols. C'est donc une flic du futur qui va se retrouver à devoir suivre des terroristes qui veulent changer le passé dans notre présent à nous. Donc, c'est-à-dire qu'elle part de son lieu de vie pour revenir des années en arrière, une soixantaine d'années en arrière, pour essayer justement de faire en sorte que les terroristes ne changent rien du passé, pour que sa vie soit identique et qu'ils finissent par aller là où ils doivent aller, c'est-à-dire en prison. Mais donc du coup, vous allez suivre donc les aventures de Kira Cameron pendant 5 saisons, et je vous avoue que c'est vraiment pas mal parce que ça amène encore une question qui est très souvent posée dans les films comme ça de voyage dans le temps. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est revenu dans le temps ? Est-ce qu'il y a eu un vrai changement pour le futur, ou est-ce que le futur reste inchangé quoi qu'il arrive ?
Voilà, donc à vous de regarder ça et prenez soin de vous. Bah ouais, effectivement, prenez soin de vous. Juste 2 indices pour la prochaine fois. Ah oui, 2 indices, c'est vrai. Je vais dire sable. Et moi, je vais dire cuir. Ok. Bon, bah, au revoir. Au revoir et à la prochaine. Ah mais du coup, Ouais. Nova, au bout d'un moment, ça devient une mamie. Oh, tu m'as donné le mot de la fin.